Bonjour à tous. Je vais essayer de voir avec vous une notion qui est un peu difficile. On en parle. J'ai eu plusieurs questions à ce sujet. Je vais essayer de le développer un peu. Ce sera autour de l'éphémère, la coupure. Enfin, vous verrez quelque chose qui va peut-être nous mettre un peu au travail à partir de ce que j'ai avancé, le souffle du neutre. Castration, éphémérité. Alors, l'éphémère, d'abord, on peut dire que c'est ce qui se rapproche le plus du rêve quand on est éclairé par la psychanalyse, on en perçoit vraiment toute la valeur. Le, il en est du rêve, dit Freud, comme du feu d'artifice, préparé pendant des heures et qui s'allume en un instant. Et il y a vraiment un côté d'éphémérité dans le rêve, et pourtant il y a quelque chose qui est très vif. L'éphémère est le symbole donc du passage, mais aussi dans la mesure où, selon notre proposition, il n'y a pas de production véritable, de production terminée, on pourrait dire. C'est aussi le symbole du manque à être du dispositif lui-même, du dispositif art thérapeutique. Et en cela, il laisse le sujet à désirer. Il sépare le sujet et l'art thérapeute. C'est une coupure, en fait. Il les sépare tous les deux finalement de la réalisation totale en ouvrant à la séparation subjectivante qui, elle aussi, je vais essayer de le montrer comme ça, que la séparation subjectivante, c'est toujours un moment éphémère mais essentiel dans la vie de l'enfant, dans la vie du sujet. Alors, l'éphémère représente pour nous en art-thérapie la fonction du manque à être, non seulement du dispositif que on peut voir dans d'autres approches orientées vers la production. Donc là, vous voyez que ça introduit un manque à être par rapport à cette habitude de l'art-thérapie qui est très orientée vers la production, mais aussi ça introduit la notion du manque à être de l'autre que l'art thérapeute va provisoirement incarner dans sa position de supposé savoir. Alors, l'autre qui est incarné donc provisoirement par l'art thérapeute, comme il n'est pas particulièrement en attente d'une production du sujet, il place son désir en dehors de la séance, au-delà du principe de la séance, et il apparaît donc au sujet divisé par son désir, divisé entre la présence en séance, sa présence durant la séance, et son désir qui vise un point qui est situé au dehors. Vous voyez, il est là, tout en étant ailleurs, et il y a quelque chose de l'ordre d'une division que le sujet va percevoir. Cette situation peut apparaître paradoxale, bien sûr, puisque c'est ce qui est difficile à admettre, parce que là, on est face à un paradoxe, puisque normalement, l'autre, qui est attendu par le sujet en souffrance, et puis l'autre, parfois, euh, où l'art thérapeute ne fait pas tellement de différence avec l'autre avec un grand A. Vous voyez, cette situation peut apparaître paradoxale dans la mesure où l'autre qui symbolise le Tout-Puissant, enfin celui qui est là pour traiter, celui qui a un savoir, devrait être quelque part entier et non manquant. C'est ce qu'on retrouve dans la plupart des prises en charge médicales. On va voir le médecin qui, on nous a dit, lui, il est au top. Donc, c'est-à-dire il n'est pas manquant, on préfère. Alors, il est entier dans sa présence à l'autre et entier dans son attente à son égard, entier comme désirant que le sujet venu le rencontrer le comble dans son désir d'être art thérapeute. On voit
beaucoup d'art thérapeutes, quand on les entend, quand on les lit, qui sont satisfaits, qui sont comblés par la production du patient et quelque chose qui se noue entre eux et qui a un peu du mal à décoller. Mais si on entend bien cela, on peut se dire qu'heureusement, le désir de l'art thérapeute, tel que nous on le travaille, on essaie de l'avancer, c'est pas simple. Le désir de l'art thérapeute n'est pas coincé ici comme le désir d'un parent n'est pas coincé dans le désir d'avoir un enfant pour lui. Il a un enfant pour l'enfant. Donc c'est ce paradoxe qui est justement capable de, en tout cas qui ouvre à une forme de désidéalisation du processus lui-même. Le sujet n'est pas attendu là où il fait, comme on attendrait le petit qu'il ait fait dans son pot. Non, il est là, pas non plus là où il montre ce qu'il sait faire, car ce n'est pas ce qu'il sait faire ou ce qu'il peut faire qui intéresse l'art thérapeute, qui n'est pas là pour en position de savoir, en position d'évaluateur des capacités de celui qui s'est présenté à lui. Ça, c'est le métier des éducateurs, des tests, de Pôle emploi, etc. Ce qui intéresse l'art thérapeute, non, c'est qu'il retrouve le désir qu'il a parfois perdu en décidant de se mettre à l'abri du risque, c'est-à-dire de la coupure. Vous chercherez l'origine des mots, risque, coupure, tout ça, vous verrez que ça se ressemble vraiment. Cela ne va pas sans difficulté des deux côtés, parce que celui de l'art thérapeute et celui du sujet, parce que pour l'art thérapeute, il n'est pas facile de ne pas avoir envie de contempler le résultat de sa présence auprès du patient, un peu au niveau narcissique, mais en fait, le travail thérapeutique, ça commence à partir du moment où l'art thérapeute prend conscience qu'il n'est pas là pour récupérer sa mise, pour récupérer quelque chose qui serait de l'ordre d'un dû de la part du patient. Le patient ne nous doit rien. Alors, comme pour l'art thérapeute, dans cette épreuve, il va y avoir pour le sujet un passage normal. Tous les deux vont passer par ce moment un peu difficile de sentiment de non-existence. Hein. Jean Houry en parle beaucoup de ce moment qui est très structurant, où on passe par une espèce de non-existence, on pourrait dire une traversée du désert, si vous voulez, quelque chose comme ça. Cette non-existence va se manifester de façon éphémère et précaire. L'instant de voir. Vous voyez, c'est un instant que le sujet saisit, mais il va percevoir une béance dans l'autre. Hein. Le sujet qui de façon vitale était suspendu au désir de l'autre va se trouver lui-même en péril dans un état de quasi non-existence. Un évanouissement. C'est le passage, nous rappelle bien Houry, c'est le passage de l'aliénation à la séparation, et ça passe par une espèce d'évanouissement de soi, sensation de disparaître. Bon. Mais pourtant, c'est à partir de cet éprouvé éphémère de non-existence pour soi et pour l'autre que le sujet va choisir de lui-même un accrochage de substitution. C'est là où on peut dire qu'il y a choix quand même, hein, parce que il y a choix. Bon, il n'a pas choisi que l'autre ne soit pas tout pour lui, ça il le subit, mais ce qu'il choisit finalement, c'est un accrochage de substitution à l'extérieur de la séance, à l'extérieur de la présence de l'autre. On voit à quel point il faut que l'art thérapeute n'ait pas besoin que le sujet le comble et qu'il soit à son égard assez neutre, assez distant, car il ne supporterait pas ce passage par une forme lui-même. L'art thérapeute, il ne passerait pas ce passage par une forme d'inexistence, par le fait d'être abandonné par le patient,
comme le patient se sent quelque part abandonné de manière furtive par l'art thérapeute qui vise bien au-delà de la séance et bien au-delà du sujet. Et le patient n'étant pas une prothèse de l'art thérapeute qui lui permet, si vous voulez, de combler son manque à être, justement. Hein. Donc, ni chez lui, ni chez le patient, on peut penser que la meilleure sortie soit qu'ils s'interdisent tous les deux de d'assumer ce passage par une forme d'inexistence qui va ouvrir vers l'ailleurs. Ouri nous rappelle bien que, bon, c'est facile à dire, mais pas si simple à faire, et pourtant, c'est bien par là qu'il convient de passer pour se désaliéner, c'est-à-dire que existentiellement, c'est difficile, sinon quasi impossible, d'accepter sa propre disparition apparente en tant que sujet. C'est pourquoi il va y avoir des dérives, des masquages, nous dit Ouri, des masquages de l'objet A. C'est dans ces modalités d'évitement que l'on peut retrouver absolument toute la nosographie, la phobie, l'hystérie, l'obsession, la perversion. Vous voyez, toutes ces structures, ça va être une façon d'inventer quelque chose, un accrochage au moment où on se sent s'évanouir dans le désir de l'autre qui n'a pas Dieu que pour nous. Hein. D'ailleurs, Dieu que pour nous, vous voyez que on verra que Dieu que pour nous, des apostrophes, ça pourrait peut-être s'écrire aussi D-I-E-U, dans la mesure où le fait que l'autre n'ait pas eu Dieu que pour nous, on verra que certains se sont tournés vers un signifiant Dieu ou la Joconde qui est supposée n'avoir Dieu que sur le sujet. Pour le pervers, c'est simple, le problème, comme le rappelle Ouri, il va affirmer que le désir est là en lui-même, tandis que le pauvre névrosé, il restera apparemment plus honnête en disant que le désir est au loin, toujours au loin, il n'est pas là, il faut aller le chercher, on y va, on n'est jamais trop content, on est sur le chemin de manière métonymique. Hein. C'est le statut du névrosé normal qui voyage à la recherche de l'inaccessible étoile. La rencontre avec l'éphémère, c'est donc une forme de réactualisation de cette expérience subjectivante qui démontre que le désir de l'art thérapeute vise ailleurs que l'objet fétiche. L'objet fétiche, c'est ce qui viendrait combler cet écart. Et que cet objet fétiche que pourrait lui offrir le sujet si l'art thérapeute en manifestait le besoin. Et si l'art thérapeute avait besoin de combler ce vide en lui par la production d'un patient, c'est sûr que le patient va lui donner, mais on voit mal comment de cette situation ensuite il pourrait se sortir. Hein. Donc, Ouri nous rappelle que c'est plus qu'un évitement, hein, ça serait d'ailleurs intéressant d'étudier les différentes façons, les différents évitements qui se mettent en place pour esquiver la mise en question du sujet quand il se trouve justement confronté à cette problématique paradoxale de la béance, à cette sorte de manque dans l'autre, hein, nous dit Ouri. Par ces évitements, l'autre peut continuer à fonctionner. On laisse l'autre qui peut continuer, dit Ouri, comme une sorte de couveuse artificielle. Cet affrontement à ce qu'il en est du désir de l'autre nécessite donc une opération de décollement. Ça, c'est très important, le terme qu'emploie Ouri de décollement, ce qui ne se fait que rarement, car quand le grand autre n'est pas incarné par Pierre, Paul, Jacques, une personne, il l'est par une institution, un parti politique, une religion.
Et le sujet, s'il ne fait pas attention, eh ben, il reste un peu comme, comme une moule sur le rocher. Pourtant, c'est la condition pour que le sujet vise l'objet du désir, cet objet qui va le mettre en mouvement psychique, au lieu d'une stagnation douloureuse et plaintive, voire mortifère, une stagnation qui peut même très mal se terminer. Donc c'est dans cette même opération qu'il y a, c'est Houry qui nous rappelle bien aussi là que c'est dans cette même opération qu'il y a émergence de l'objet A et que le sujet se dégage de cette sorte d'infiltration imaginaire qui envahissait les chaînes signifiantes. Donc si l'art thérapeute, vous voyez que on voit bien tous les risques qu'il y a là, c'est que si l'art thérapeute se met à jouer la bonne mère, bonne mère, qui console le sujet de sa division, un peu comme s'il ne supportait pas d'ailleurs que l'autre soit divisé, parce que ça le renvoie lui à sa propre division. Donc s'il console le sujet de sa division en le flattant, en le câlinant, un petit peu, vous savez, on peut se dire se faire masser, se faire huiler, se faire caresser, en fait tout ce qu'on voit dans le bien-être aussi, qui est quand même une façon de caresser dans le sens du poil, c'est le cas de le dire, et en câlinant psychiquement, selon les termes bien connus de la bienveillance, l'empathie et autres, il n'y aura que la moitié du chemin qui sera fait et le sujet ne pourra plus avancer vers l'ouverture. Car de cette mièvre consolation un peu huileuse, un peu grasse, comme ça, il ne pourra plus jamais se passer. Il sera embourbé dans l'empathie. Mais il n'est pas toujours facile pour l'art thérapeute qui, du fait de son choix, ses professions, parfois est un peu trop maternant, il n'est pas facile de se passer de cette forme de jouissance que, par exemple, le départ des enfants ou la fin des grossesses a laissé actif pour le malheur du patient, emprisonné par cette passion de l'art thérapeute, une passion salvatrice, un art thérapeute qui chercherait à tout prix des enfants à consoler. Mais vous savez, avec toutes les histoires qu'on entend de l'enfant intérieur, bon, des choses, il faudrait prendre soin de l'enfant intérieur, enfin tout ça, de l'enfant perdu, enfin bon. Tout ça, c'est assez inquiétant dans la mesure où on comprend bien que si l'art thérapeute a besoin du sujet pour réparer, pour retrouver l'enfant qu'il a perdu et s'en occuper, ou celui dont il n'a pas su s'occuper, ou celui qui a disparu, ou dont il se sent coupable de ne pas avoir sauvé, on comprend bien que l'autre aura un peu du mal à se sortir de cette situation qui risque de lui compliquer beaucoup plus la vie que de le libérer. Donc, et ce qu'il faut faire attention, c'est que justement le patient ne demeure pas le fétiche qui manquait à l'art thérapeute pour se sentir comblé. Donc, Houry nous dit aussi que c'est bien sûr que cette coupure, cette sensation, elle est liée au langage, du fait que je parle, je suis exclu, mais je ne veux pas le savoir parce que c'est trop désagréable, alors je m'adresse au désir de l'autre comme étant la seule voie possible pour être reconnu. Mais Houry rappelle que, ontiquement parlant, ce qui est en question, c'est justement qu'il n'y a aucune garantie. Il n'y a pas de garantie. Et heureusement. Heureusement que la garantie n'est pas chez l'autre, parce qu'on imagine qu'en cas de disparition de l'autre, le sujet serait réduit à néant. Donc cette sorte d'évanouissement par décrochage du désir de l'autre, c'est ce que l'on peut retrouver dans certaines formes de malaise. Un malaise névrotique, hystérique. Il y a certes perte de connaissance, mais je pensais à cette expression, perte de reconnaissance, on pourrait dire, perte de reconnaissance par l'autre qui, il est clair qu'il désire ailleurs aussi et dont on ne peut colmater complètement la brèche.
cet autre que l'on aimerait bien remplir pour qu'il cesse de manquer, de désirer. Et c'est bien ça aussi que nous renvoie le patient qui arrive comme un oisillon, parfois, qui crie son manque. Et il est normal que quelqu'un qui soit de tendance hyper maternante ait envie de lui combler le gosier. Donc on voit que tout cela peut conduire à vouloir empêcher l'autre de désirer, et en parlant de gosier, évidemment, empêcher de pleurer et empêcher de parler. Donc cette situation explique aussi que le sujet cherche parfois quelque chose qui le comblerait de manière massive, psychiquement ou concrètement sans fin, comme par exemple une divinité infinie ou la mort, une divinité qui n'aurait pas de désir, pas de manque du fait justement de la perfection. Suite à cette chute, dont on a vu qu'elle était structurante pour le sujet, eh bien, certains vont pouvoir se tenter au moins de se réfugier dans une illusion de plénitude plutôt que de s'engager sur le chemin du désir qui est un peu plus difficile, un peu moins illusoire et bien sûr semé d'embûches. On pense à ce que Mélanie Klein décrit dans ces moments de chute, justement, quand elle dit que elle évoque l'envie. Bon, ben c'est Mélanie Klein, elle dit que ce qui n'est pas tout à fait faux d'ailleurs, c'est que l'envie va mobiliser le sujet vers la créativité, mais une créativité qui sera beaucoup plus, j'allais dire, plus, plus arrondie que phallique, c'est-à-dire plus nourricière, vous voyez, une créativité qui soit du côté du sein ou de tout ce qui ressemble comme figure de plénitude imaginaire de l'autre, comme la source de vie par exemple. Là, on voit beaucoup dans la dimension un peu mystique ou de la création un peu qui dérive vers la recherche de la source de vie qui est au fond le lait maternel. Donc on peut penser à la création des coupes, on voit aussi beaucoup de bols, on entend les bols, il y a beaucoup de gens, aujourd'hui c'est un peu, hein, le bol revient un peu à la mode, bol, symbole, des coupes, des pots, enfin des choses qui ressemblent à des seins perdus. Et la légende raconte que la première coupe à champagne a été, j'ai vu ça, a été moulée sur le sein de la marquise de Pompadour, qui était la maîtresse favorite de Louis XV, et d'autres prétendent qu'elle a été moulée sur le sein de Marie-Antoinette. Bon. Souffrant de la castration, disons de l'inachevé, le sujet peut évoquer finalement le plein, enfin, ce qui viendrait le combler. On voit peut-être ça aussi du côté de l'écologie, un bon bol d'air, enfin quelque chose, un bol, prendre un bon bol. Bon. Donc, je retrouvais ça dans une citation de Teilhard de Chardin, le sens de tout avec des majuscules, le sens de l'univers, le sens du tout, en face de la nature, la beauté avec un B majuscule, la musique, vous voyez, c'est-à-dire majuscule et l'expectation, le sentiment d'une grande présence avec un P majuscule, là où on voit bien qu'il n'y a rien qui puisse à un moment donné laisser le sujet passer par cette sensation de passer par un éprouvé de disparition dans le désir de l'autre qui est nécessaire pour trouver son propre désir. Voilà. Bien sûr, on peut se demander
pourquoi la psychologie, la psychanalyse n'a pas suffisamment travaillé ces choses-là, mais je pense que du côté de l'art-thérapie, rien n'empêche qu'on y apporte notre grain de sel, c'est-à-dire que essayer d'introduire quelque chose pour que le sujet cesse de revendiquer l'illusion de la totalité et plutôt que se lancer sur le chemin escarpé du désir et de son approximation toujours un peu décevante mais toujours donc désirante. D'ailleurs, quand certains ont voulu évoquer le désir de Dieu, voilà, c'est castration finalement de Dieu qui serait manquant. Ils se sont heurtés à Augustin et Thomas d'Aquin dans la mesure où si un Dieu se mettait à désirer, c'est qu'il serait manquant et donc non fini, pas infini. On comprend que face à cette expérience de chute, dans le désir de l'autre, le sujet se tourne parfois même de façon quasiment délirante vers une divinité hallucinée de suppléance. On voit ça dans psychose hallucinatoire à connotation mystique où le sujet finalement cherche à s'accrocher à tout prix à un autre non castré et non désirant surtout, quelqu'un qui ne désirerait pas et qui ne serait pas mutilé, on peut dire, par le manque, divisé par le manque, une divinité non manquante, et c'est cet autre que finalement il vient quémander en thérapie ou en analyse, comme d'ailleurs un art thérapeute peut quémander en formation quelque chose qui viendrait le combler jusqu'à l'indigestion, pourvu que ça anesthésie en lui le désir. Donc en analyse, cet autre qui est recherché, ce serait celui pour qui on est le seul à compter. C'est ce qui va donner un petit peu la passion du transfert qui est l'outil de travail psychique sur lequel s'appuie toute démarche thérapeutique. Donc on peut souligner ici que certaines dérives de l'art-thérapie d'ailleurs se sont manifestées par cette forme d'identification de l'art-thérapeute justement à ce grand autre, à ce guide de conscience, ce grand éducateur du peuple, ce grand maître, une sorte de petite divinité incarnée qui viendrait remplir la faille du patient, faille qui était juste au moment où juste au moment où allait s'ouvrir la plaie du désir, au moment où allait s'ouvrir la plaie, le sujet est appelé. Donc c'est un thème qui est traité plus particulièrement par les maîtres spirituels sous couvert d'autres dénominations. Ils expriment bien l'incomplétude de l'être humain, son imperfection et la recherche de la plénitude, c'est-à-dire la fin du désir. Pour nous, si nous avons opté pour l'éphémère dans notre clinique art thérapeutique, c'est que l'éphémère, justement, est le représentant. Je pense qu'il faut l'entendre comme ça, le représentant, le déplacement de l'élision métonymique en tant qu'elle est signe du manque. Ce manque ouvre à de nouveaux signifiants hors séance, d'autres identifications qu'à l'art thérapeute, qui vont venir de manière chaque fois singulière suppléer à ce manque. Ce manque, bien sûr, qui est représenté par cette pratique de l'éphémère, qui vient, le représenter dans le dispositif. Ce manque, cette interruption, va ouvrir aussi à la poésie, une poétisation du réel. Je repris une expression de Claude-Pierre Tigiolas, la poésie par la voie médiane du vide peut dégager la parole de son enfermement dans le plein du sens et dans le vide de la signification. Donc c'est dans ce manque à la réalisation de cette forme
d'insatisfaction, cet intervalle que le désir est mobilisé. On ne peut pas parler de désir sans évoquer donc le concept de castration, dans la mesure où ces deux termes sont intimement liés. En effet, c'est l'assomption de la castration qui crée le manque dont s'institue le désir. D'ailleurs, à la question du désir, Lacan apporte une réponse qui est là vraiment pour nous éclairer quand il dit le désir, c'est la métonymie du manque à être. Vous voyez, on pourrait dire peut-être que, bon, je le dis un peu comme ça, c'est un peu copié et collé, mais on pourrait dire que l'éphémère en art-thérapie, c'est la métonymie du manque à être. Hein. C'est ce qui vient dire qu'on ne reculera pas, qu'on n'ira pas du côté de la réalisation, qu'on ne reculera pas devant ce souci de représenter de manière métonymique le manque à être, c'est-à-dire ce souci de travailler du côté du retour à l'énergie désirante. Donc c'est une éthique. Donc l'éphémère, vous voyez, il y a quand même une dimension éthique qui est une éthique de la castration, comme l'évoque Cheng, une fêlure offrande. C'est-à-dire que bien sûr c'est parfois mal vécu et peut décevoir, en particulier la production désirée d'un fétiche, mais elle peut aussi se terminer par une réflexion heureuse. Hein, on parle toujours de l'éphémère comme si c'était une catastrophe, que c'était un deuil, que c'était triste, ça allait dur, le patient allait souffrir. Je vois pas tellement pourquoi, si je l'entends, mais pourquoi pas se dire qu'au contraire, ça nous ouvrirait une réflexion heureuse, voire humoristique, du côté du semblant. Je pense là, à Jean-Michel Bibes qui parle bien là aussi de, de là où le fétiche aurait pu tenter de nier le manque. On peut retrouver l'humour, le trompe-l'œil qui vise à tenir à distance justement l'absence, mais moi, pour ma part, j'irai un peu plus loin. Je crois que cette voie-là serait un peu risquée dans la mesure où à vouloir euh, trop jouir de l'éphémère consisterait à s'amuser en séance avec et d'une certaine manière l'anesthésier dans sa fonction de castration. Donc je pense que l'éphémère ne doit pas être non plus trop mièvre et trop rigolo pour que le sujet et l'art thérapeute lui-même ne se laisse pas hypnotiser par la jouissance de l'éphémère. Donc le désir va être mobilisé par une suspension d'un flux, la discontinuité, l'impermanence, et c'est cette visée qui donne justement à l'éphémérité du dispositif et à ce refus de production un sens qui est tout le contraire de la stérilité, même si, il suppose un passage par le segmentaire. Donc, je voulais faire aussi un lien, je l'ai dit au départ, avec le fait que l'éphémère ouvre à la dimension du souffle du neutre, que j'avais essayé, bon, que j'ai commencé un peu à travailler, c'est que c'est en chantier, le souffle du neutre, sont les fondations. Bon. Et aussi à l'idée d'un vide médian qu'on retrouve chez Cheng, justement, qui, j'aime bien cette expression, qui transforme le sujet en projet. C'est-à-dire, vous voyez, dans le sujet, je pense, dans la question de sujet, il y a toujours ce côté un petit peu passif et douloureux qui subirait le verbe quelque part. Mais passer du sujet au projet, je pense que là qu'il y a quelque chose qui peut nous intéresser.
D'ailleurs aussi en formation, ça serait peut-être pas mal de passer de sujet à projet professionnel. Du fait de le projeter en avant de soi, euh, mais en avant de soi, pas avec un but qui soit, enfin moi j'ai appelé ça euh, l'inconnu sans attendre de connu à venir, c'est plus un mouvement, une force qui est toujours tendue vers l'inattendu, justement vers l'inespéré, c'est-à-dire tendue vers quelque chose de l'ordre de l'infini. Donc il est vrai que la notion d'éphémère peut troubler, voire inquiéter, ça se comprend. Euh, Par exemple, j'ai trouvé une citation de Sophie Poirot-Delpech qui dit que l'éphémère donne le vertige, précipite dans l'abîme. Bon, moi je dirais que c'est plutôt le contraire. Il y a cette sensation, on l'a vu, hein, d'être précipité dans l'abîme quand justement on décroche du désir de l'autre, mais c'est quand même pour la bonne cause, en tout cas c'est pour causer. Tout ne l'est-il pas, n'est-ce pas la marque de l'existence que d'être limité dans la durée? L'éphémère renvoie toujours à une question d'échelle, du papillon à qui il donne son nom, au lien amoureux inexorablement défait, à la vie de chacun, à la civilisation perdue, à l'âge géologique révolu. Bon, on voit qu'on n'est pas loin de la dépression. Mais ce qui est intéressant, moi je trouve, c'est que un texte plus loin, j'ai trouvé que c'était intéressant de lire cette dame, Sophie. Je trouve que Sophie Poirot-Delpech, bon, Poirot-Delpech, et euh, c'est oui. Et bon, mais nul ne peut nier que cette situation de l'éphémère, et elle va le reconnaître plus loin en travaillant la question, que ça présente une certaine intensité. C'est d'ailleurs, j'ai retrouvé, souligné quelques citations dans son texte qui sont assez optimistes, j'allais dire, qui donnent envie de continuer dans cette voie. C'est dit, si la durabilité renvoie à la solidité du lien social, l'éphémère semble recéler une intensité prête à se déployer. Vous voyez, ce prêt à se déployer, je trouve que là, il y a quelque chose qui est intéressant. Et puis, elle dit aussi un peu plus loin, l'intermittence est érigée en principe de création, une discontinuité avide de s'enrichir d'autres expériences. Vous voyez, du coup, elle ne le prend pas comme quelque chose qui viendrait un peu comme quelque chose d'un petit peu sombre et dépressif, mais au contraire, un réveil, quoi, une rupture absolue, une rupture avec le temps traditionnel. Et moi, je dirais même, bon, je crois que sans trop le vouloir, je l'ai fait un peu pour ça, une rupture avec le temps traditionnel, mais aussi peut-être avec la tradition de l'art-thérapie elle-même, qui ne peut pas trop se passer de produire. Donc je pense que c'est aussi je m'en rends compte un peu avec du recul, mais c'est aussi en étant en rupture par rapport à la matière dans laquelle on essaie de travailler qu'on peut arriver soi-même, qu'on peut arriver à soi-même à s'enrichir d'autres expériences euh, en se refusant de céder à la durabilité, à la solidité, et accepter justement quelque chose de l'ordre de la discontinuité poétique, et s'enrichir d'autres expériences par rapport à celles qui étaient prévues, j'allais dire, au programme. Quand j'ai commencé à travailler l'art-thérapie, ce que je vis maintenant, c'était pas au programme, et il y a eu pas mal d'intermittences, et je crois, c'est sûr que maintenant je peux le dire, que l'intermittence, on peut l'ériger en principe de création. Donc
Ce qui est intéressant justement, c'est que là, l'éphémère, sous cet aspect, est celui vraiment d'un renouvellement permanent, le temps-espace. Là, je reprends un petit peu des citations de Madame Poirot-Delpech. Euh, le temps-espace d'une rupture avec la vie ordinaire, mais présenté cette fois comme un nouveau type de rite de passage. Ça, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que euh, l'éphémère, la coupure, il y a quelque chose qui évoque le rite de passage. Quelque chose qui serait de plein d'une puissance de création et de transformation, c'est-à-dire que euh, un petit peu comme disait Houry, qui serait capable de rassembler des éléments hétérogènes, capables de permettre au sujet de traverser une frontière, d'anticiper des nouvelles manières d'exister, et peut-être, ça, probablement, c'est ce qui est visé au bout de toute thérapie, une nouvelle façon de se percevoir, de percevoir le monde, d'interpréter ce qui nous entoure et aussi d'y prendre part plutôt que de s'en départir. Donc ce qui se joue dans le temps-espace éphémère, c'est une rupture, un décalage par rapport à la quotidienneté, au cours normal des choses, à l'ordinaire. Et c'est là aussi, je trouve que c'est intéressant parce qu'elle parle d'interstice temporel ou spatial et elle évoque le mot d'escale, probablement on en reparlera. Et aussi, et ça c'est intéressant pour ce qui se passe à Profac et qui se développe heureusement, j'allais dire, c'est l'éphémère appréhendé comme un laboratoire. Comment des coupures dans le temps vont redistribuer le devenir et comment ils sont remaniés, réappropriés par le sujet, qui est lui-même qui travaille, j'allais dire, au laboratoire de lui-même. Donc Roger Caillois et Léris parlent de, de l'éphémère. C'est intéressant de le voir aussi au niveau social parce que je pense qu'il faut aussi... moi, je fais beaucoup le lien avec les groupes tels qu'ils fonctionnent à Profac. Je crois qu'intuitivement, je m'en suis pas rendu compte, mais c'est vrai que les groupes sont éphémères, se, s'interpénètrent, les gens passent. Euh, et Caillois et Léris, et c'est pour ça que même si c'est fatigant, même si c'est pas toujours commode, j'aime bien ce qu'ils disent des collectifs éphémères comme lieu d'une incroyable fermentation. Et ce serait bien que, bien sûr, Profac, ce serait bien que, bien sûr, ça continue à être un lieu incroyable, d'incroyable fermentation. Alors, du côté, j'ai vu un peu, cherché un peu partout. Bon, j'ai vu aussi Arlette Farge, et elle, alors, elle parle plutôt des pratiques discontinuistes de l'histoire. Et j'ai bien aimé parce qu'elle dit que il y a quelque chose qui peut intervenir sur les logiques de parcours et elle dit que les traces, les griffures, les incrustations, donc tout ce qui est quand même coupure, rupture, crée un nouvel état intérieur et social qui permet une autre aventure. Et moi j'aime bien cette idée que l'éphémère, pour le sujet englué, et moi-même l'art thérapeute englué, parce qu'on passe tous par des états d'engluement,
pourrait lui permettre une autre aventure psychique. Donc, ça veut dire que, pour résumer ce passage, on pourrait dire que l'éphémère pourrait ouvrir sur une attente, un nouvel état intérieur qui permettrait une autre aventure. Donc cette traversée dans le temps-espace éphémère se voudrait la matrice de nouveaux arpentages, l'attente d'une relation avec ce qui n'existe pas encore, donc ce qui est de l'ordre de là à trait d'union venir. La pensée, toujours au travail, ne s'arrête pas. C'est ça qu'il faut il faut bien prendre conscience de ça, c'est que la pensée, la psyché est une étendue qui s'ignore, mais c'est aussi un travail qui s'ignore. La pensée est toujours au travail, ça se repose jamais. Même la nuit, quand on a l'impression de dormir, la pensée, elle fait des heures supplémentaires. Et elle ne s'arrête pas face à la coupure que suppose l'éphémère. Donc, on voit bien que, au contraire, l'éphémère et qui suppose la coupure, une coupure inattendue. Je crois que c'est ça qui est intéressant dans l'éphémère, c'est que la coupure intervienne pas au moment où on trouve que c'est intéressant qu'elle se fasse, mais au moment peut-être où, je sais pas, peut-être quelque chose qui me vient comme ça, peut-être où elle aurait, elle serait le plus incongrue possible. Mais la pensée, face à la coupure, elle va se placer en position de pensée des devenirs plutôt. Vous voyez, la coupure et la fêlure, elles peuvent intervenir comme pas comme des moments de rupture, parce que ça serait grave. Beaucoup de gens confondent l'éphémère avec la rupture, une rupture. Non, c'est plutôt dans le champ de la séparation qui va mettre en branle des agencements, des nouveaux agencements, et puis surtout qui va déranger des agencements qui étaient trop bien ordonnés par la souffrance psychique, quelque chose qui apparaissait comme monobloc. Donc le dispositif qu'on peut, bon, je suis pas trop spécialiste des dispositifs, mais je pense qu'on peut voir un petit peu ça, comme étant animé, enfin structuré autour d'une polysensorialité. Et je pense que la manière dont il se construit va valoriser de manière positive l'impermanence, le fait que les choses ne se fixent pas, et donc aussi l'éphémère comme un mode de se projeter dans le présent et dans le futur. Euh, Parce que l'éphémère, j'ai un peu travaillé aussi de ce côté-là, du côté des philosophes, bien que ça soit pas non plus ma spécialité. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai remarqué, en travaillant un peu la question, que l'éphémère, ce n'est pas une coupure du temps. Ça, ce qui apparaîtrait dans la, dans la pensée commune, mais c'est Aristote qui parle de l'éphémère comme une coupure du temps, mais la notion d'éphémère a beaucoup évolué dans l'histoire de la philosophie. Euh, on en est venu à quelque chose qui serait plutôt non pas la coupure du temps, et ça c'est intéressant, mais plutôt le passage du temps. Donc, vous voyez, le passage du temps en tant que vibration sensible, en tant que modulation du temps. Ce qui n'est pas du tout la même chose que la coupure du temps au sens cru du terme. C'est pourquoi l'éphémère a quelque chose à voir avec l'idée de moment opportun, le kairos des Grecs, ou ce qu'on retrouve là, par exemple, dans la philosophie japonaise, avec la notion, le mujo, qui implique une appréhension de l'intervalle et d'un vide positif.
C'est-à-dire que là, plutôt qu'être du côté du vide dépressif, il va y avoir un retournement du vide en quelque sorte, si j'ai bien compris, et qui va apparaître comme plutôt positif. C'est-à-dire que, si vous voulez, l'être va moins compter que le processus. C'est-à-dire que, vous voyez, euh, l'être lui-même, j'allais dire entre, si j'ai bien compris, hein, mais je trouve une forme de libération euh, en étant plus processus que être. Vous voyez, c'est assez curieux, mais ça me parle, quoi. Donc, c'est intéressant parce que, si vous voulez, il y a toutes les notions de chaos, d'imprévisible, de non-maîtrise, justement, hein, parce que l'être, je pense, on pourrait plutôt le bloquer du côté de la maîtrise, alors que le processus, ça serait évidemment, on pourrait dire, un processus de non-maîtrise, et c'est ça, justement, c'est cette notion de non-maîtrise qui, paradoxalement, deviendrait l'objet de la recherche. Vous voyez, jusqu'à présent, beaucoup de gens recherchaient pour maîtriser un sujet. Là, il s'agirait plutôt d'engager un travail, c'est un peu paradoxal, je reconnais, mais d'engager un travail qui concerne la non-maîtrise. Vous voyez, c'est-à-dire que le but, ça serait pas de mieux maîtriser un sujet, mais ça serait de goûter, d'apprécier et de développer tout ce qu'on peut imaginer à partir d'une situation de non-maîtrise. Donc, c'est-à-dire du côté du passage, du côté de l'évanescent, le presque rien, l'urgent, le transparent, enfin, pas du tout, plus du tout du côté du sujet cartésien ou qui est plus ouvert du côté de la maîtrise, du côté de la certitude, de la recherche d'une assurance dans un monde ordonné, avec des idées claires, distinctes, bien posées, carrées, vous voyez, mais plutôt aller chercher du côté de ce qu'on pourrait apprécier pour l'évolution du sujet du côté de la non-maîtrise. Alors, j'ai vu que, par exemple, Christine Bussy-Glucksmann, dans l'esthétique de l'éphémère, donc moi ça m'a paru intéressant, c'est que justement, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, elle propose une distinction heuristique entre deux types d'éphémères. Donc, vous voyez, le premier là, dont on a parlé, j'avais parlé un peu avec humour, mais bon, franchement, c'est pas drôle, mais ce qu'on pourrait appeler l'éphémère mélancolique, vous voyez, qui ne parvient pas à faire le deuil de son désir d'éternité. Ça serait la plainte, la vie est courte, enfin bon, ce qu'on entend au bar. Et cet éphémère qui, pas qu'au bar d'ailleurs, d'ailleurs dans le bar c'est peut-être là où on l'entend le moins, mais en sortant peut-être. Mais c'est l'éphémère ne goûterait pas le sensible présent. euh, il apprécierait pas le présent, si j'ai bien compris, hein. Bon, voilà, c'est que l'éphémère mélancolique, c'est un éphémère qui n'apprécierait pas le présent parce qu'il le considérerait toujours gâché, sans espoir. On voit un peu le poète maudit, les mains dans les poches, voilà, tout est gâché par rapport à l'éternité, voilà, bon. Et ça serait plutôt l'éphémère plaintif, mélancolique. J'appellerais ça peut-être l'éphémère du chien battu. Et l'éphémère affirmatif, ça, moi, je trouvais que c'était déjà plus stimulant. Et elle dit, j'aime bien la façon dont elle dit que l'éphémère affirmatif qui accueille avec une joie tragique les vibrations suspensives du temps. Moi, je trouve ça, franchement,
c'est costaud de dire ça parce que euh, en plus, elle rajoute des vibrations qui résonnent dans l'entretemps. Vous voyez, il y a l'entretemps de l'instant. Et je trouve que là, ça nous ouvre peut-être à une autre compréhension de la coupure, de l'éphémère, qui serait pas seulement une mise au travail, mais aussi une forme, bien sûr pas totale, mais une certaine forme de jouissance. C'est-à-dire que, j'allais dire, euh, il pourrait y avoir du plaisir à devenir sujet, voilà, du désir. Ce qui n'est pas seulement une épreuve, que ça pourrait être aussi une espèce de jubilation, un petit peu comme Lacan, il parle de l'assomption jubilatoire quand l'enfant découvre que finalement il n'y a personne derrière le miroir. Et donc s'il n'y a personne derrière, c'est que c'est lui et voilà et c'est quand même assez génial le moment où il se reconnaît et peut-être ça serait un vous voyez d'ailleurs c'est éphémère hein, ça aussi le stade du miroir hein, Lacan il en parle pas comme d'un truc qui dure pendant des mois des années hein, le truc de l'assomption jubilatoire. Assomption jubilatoire, on ne jubile pas pendant 3 jours. Assomption jubilatoire, c'est sur l'instant, c'est quelque chose qui est éphémère et pourtant qui est déterminant parce que si ça se fait pas, c'est la psychose, c'est une catastrophe psychique quelque part parce que ne pas se reconnaître ou alors c'est la dimension hystérique de quelqu'un qui va se rechercher toujours dans le regard des autres, en confondant le regard des autres avec des milliers de miroirs qu'il trouve dans le métro. Ou, bon, enfin, bref. Donc je trouve que dans Jubilatoire, il y a quand même ce côté où, de manière éphémère, dans cette coupure éphémère, il pourrait y avoir aussi un ressenti jubilatoire de ma foi, je suis tombé, je suis tombé du regard de l'autre, je suis tombé du désir de l'autre, mais c'est pas une raison pour tomber dans le ruisseau et, euh, et quelque part, vous voyez, d'ouvrir à ce qu'elle dit aussi que je trouve intéressant, de transfigurer les images du marché. Ça c'est intéressant parce que transfigurer ce qui se propose à nous comme lot de consolation, mais en des formes artistiques pleines d'humour, de sensualité, d'une profonde légèreté. Moi, je trouve que là, franchement, si c'est peut-être un peu idéaliste comme ça, mais je trouve que euh, si l'art-thérapie, ça permet de mettre un peu de jeu dans la névrose, on peut dire quand même qu'il y a quelque chose qui est là plutôt bien parti. Alors, d'ailleurs, le Mugeot qu'on a évoqué tout à l'heure, je voyais qu'il exprime le contraire, tout le contraire de la fixité mortifère et de la durabilité des problèmes, la durabilité de la névrose. Bon, enfin, les Japonais, eux, moi, je comprends pourquoi ils ont fait ça. Ils ont eu des grandes catastrophes, tout a été détruit. Et ils se sont dit quelque part, bon, ben, autant faire des trucs qui pas trop durables comme ça. En cas d'attaque, on peut se. Bon, ben, si on déplace ça du champ politique au champ psychique, autant faire attention à avoir toujours des capacités à s'extraire de la fixité mortifère et de la durabilité des symptômes, la durabilité des problèmes qu'on entretient soi-même, hein, sous une forme plutôt en prenant le chemin de la malléabilité,
d'une adaptabilité rapide qui est finalement contraire à la jouissance passive du symptôme, symptôme douloureux j'entends, hein, tant que c'est un symptôme qui fait nœud et qui fait pas mal, bon ma foi, mais un symptôme douloureux qui est plutôt fondé sur l'épaisseur de sa matière. Vous voyez, c'est pour ça qu'en art-thérapie, ça m'énerve, ces trucs de l'épaisseur de la matière psychique et corporelle, voilà, disons, sa matérialisation. Hein. Je ne crois pas que ça soit très intéressant d'importer dans une séance d'art-thérapie la matérialisation, la matière psychique et corporelle. Je pense que ça, il faut le garder pour je sais pas quoi. Il faut pas le garder d'ailleurs. Alors, euh, l'éphémère entendre donc comme ouverture à l'étonnement qui prendrait le contre-pied de l'épanchement nébrotique, mais qui s'opposerait à une logique de la compacité. Vous voyez, ça, dans l'éphémère, il n'y a pas cette notion de compacité et de choix même. Vous voyez, dans l'éphémère, j'allais dire, on n'a pas le temps de choisir, on verra, ça revient, on a le temps, il y a quelque chose qui reviendra ou qui ne reviendra pas. Il n'y a pas l'angoisse de choisir, d'aboutir à un résultat. D'ailleurs, un choix qu'on serait contraint de faire, par exemple, pour une production, qui serait à chaque reprise une fermeture par rapport à une ouverture qui était en train de se faire. Euh, D'ailleurs, pour reprendre une expression que tout à l'heure je disais, une ouverture à l'infini des fictions de soi, c'est-à-dire à la capacité de s'inventer, j'allais dire, s'inventer soi. Je crois que c'est euh, Lacan qui parlait de faire de son histoire une épopée, quoi, une infinie de fiction sans être tenu de passer devant un tribunal moral constamment pour savoir si on est dans le vrai, si on est dans la rectitude psychique, j'entends. Après, dans la réalité, c'est normal quand même de bien se tenir et de respecter les lois, surtout dans une démocratie. Alors, l'éphémère en art-thérapie, donc je dirais qu'elle est plutôt assez proche de la notion de neutre parce que euh, il s'agit, je crois, de tenter en tout cas d'interrompre euh, ce qui pourrait entrer dans une logique des oppositions, c'est-à-dire mal, bien, mal, fait, affaire, début, fin, vous voyez, des opposés symboliques, mais d'introduire quelque chose qui vient un petit peu bousculer la certitude des opposés symboliques. Et là encore, je regardais un peu chez Barthes, le neutre, je trouve que c'est quand même jouissif, Barthes, sa façon de parler de neutre. Moi, je ne savais pas qu'il était aussi sympathique, mais quand il dit le neutre, ça ne renvoie pas du tout à des impressions de grisaille, de neutralité, d'indifférence, mais que ça appelle au contraire à des états intenses, forts, inouïs, qui dès lors pourraient s'inscrire dans le cadre d'une véritable poétique. Bon, ben, je trouve que euh, l'interruption, vous voyez, l'éphémère en tant que mode d'interruption, qui n'est pas lié justement à une logique de production, euh, va remodeler un peu le cadre symbolique qui était un peu, et imaginaire aussi, qui était un peu mortifère. Et, d'ailleurs, Barthes, il dit, bon, lui, il n'utilise pas le neutre, on dirait qu'il l'a trouvé, mais qu'il ne sait pas quoi en faire, mais il en parle bien. Mais nous, on peut en faire quelque chose, je pense, surtout quand on peut se saisir de ce qu'il dit, que le neutre, si on le mettait
en action, enfin je ne le dis pas comme ça, je dis plus compliqué que ça, mais bon. Si on l'utilisait, quoi, en gros, eh bien on pourrait parvenir à l'ébranlement et l'écroulement de l'habituel. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que, pour deux choses, parce que d'abord, les trois quarts des gens qui vont mal, euh, ça serait pas mal que, bon, du côté de l'habituel, vous voyez, il y a quelque chose qui, qui remue un peu, enfin, qui, bon, même nous, on voit bien que dans notre pratique, si on est art thérapeute comme un fonctionnaire de Pôle emploi ou et encore, bon, mais on voit très bien que finalement on finirait par faire plus de mal que de bien. Donc du côté de l'ébranlement et de l'écroulement de l'habituel, d'une remise en question justement, des coupures au moment où on s'y attend pas trop, c'est intéressant donc euh, pour deux directions, je trouve. Donc, pour le travail psychique, ça, on l'a vu, mais aussi, Gadamer, vous voyez, il dit aussi que c'est la marque même de l'art. C'est-à-dire, lui, il dit de manière un peu compliquée, il dit pervertir la cardinalité des régimes du sens, voire à s'absenter. C'est-à-dire que il y a quelque chose, en introduisant l'inattendu de l'éphémère dans quelque chose qui habituellement est très bien structuré, on peut attendre au moins que ça provoque un mouvement, mais c'est aussi ce qu'ont recherché, je pense, et qui recherche encore beaucoup d'artistes, qui est quelque chose dont c'est beau ce qu'il dit, Barthes. Il dit le rôle est d'étouffer, d'adoucir, de fluidifier le tic-tac sémantique, ce bruit métonymique qui signe obsessionnellement l'alternance paradigmatique oui, non, oui, non, oui, non. Vous voyez, je trouve que c'est amusant, mais on comprend bien que quelqu'un qui va mal, il est pris dans des signes obsessionnels de oui, non, alternance, oui, j'y vais pas, non, je vais faire, vous voyez, quelque chose qui est, est-ce que je fais pas, non, je crois que, bon, etc. On voit que ce bruit métonymique, c'est vraiment une définition superbe, je trouve, de la névrose euh, quand elle est vraiment douloureuse, quoi. Enfin, douloureuse aussi pour les autres, hein, parce que être en présence de quelqu'un qui est toujours en train de se demander s'il va aller voir un psy ou pas, ou s'il continue comme ça, ou qu'est-ce qu'on fait, est-ce que je reste avec lui, est-ce que je le quitte, est-ce que ça... On comprend que au bout d'un moment, ça devient insupportable, non seulement pour lui, mais pour son entourage. Donc, le neutre, donc son éprouvé, vient, comme dit Barthes, donc il va dire ça vient inquiéter l'horizontalité d'un système narratif linéaire, c'est-à-dire il y a quelque chose qui va, je pense moi comme une pierre, quand on jette une pierre dans l'eau, comme ça, voilà, ça fait des ronds, ça crée du mouvement et ça vient s'opposer à la linéarité, je dirais, épuisante un peu de la plainte névrotique. Donc on peut dire, et là je vais pas tarder à conclure, on peut dire qu'en cela, donc l'éphémère, le neutre, la coupure, dans leur dimension illogique par rapport à ce qu'on pourrait attendre. Vous voyez, c'est vrai que ça surprend tout ça, c'est vrai que c'est pas à la mode, on pourrait dire, c'est quelque chose qui est un peu décalé, mais ça a ceci de commun, ils ont ceci de commun qu'ils cherchent à transgresser l'autorité qu'exerce la névrose sur le sujet. Vous voyez, le sujet à pas être l'objet de sa névrose. Donc, vous voyez, et ça, je trouve que c'est intéressant, cette notion de transgresser l'autorité par rapport à la névrose, parce que, d'ailleurs, Barthes va dire que c'est pour lui une tâche révolutionnaire.
il ne s'agit pas d'évincer, mais de transgresser. C'est-à-dire, et ça je trouve que c'est important, et je vais finir là-dessus, c'est-à-dire que transgresser, c'est à la fois reconnaître et inverser. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une contradiction que je trouve intéressante, parce que ici, pour finir, je pourrais vous dire que je pense cette transgression, ça pourrait être sous deux formes. D'abord, un début de destruction, reconstruction des éléments névrotiques initiaux, qui présentent ceux qui souffrent, c'est-à-dire ceux qui est en attente tout en refusant. Vous voyez, il y a quelque chose qui se présente, qui est en attente dans les éléments, dispositifs, il y a quelque chose qui est là, qui bouge, mais qui est quand même très présent. Mais, donc, ça c'est attendu, mais en même temps, vous voyez, c'est ça qui est intéressant, je trouve, en même temps, il y a un retournement, une inversion, une transgression dans la mesure où on refuse d'attendre la névrose, on refuse d'attendre que ça se déballe, c'est-à-dire que l'autre raconte sa vie, que le patient raconte sa vie comme il l'a fait des fois 36 fois dans le bien-être, à l'assistante sociale, à l'éducateur, au psy et tout ça. Il ne vient pas là pour déballer son sac, donc on refuse d'attendre que ça se déballe, alors que, vous voyez, c'était quand même en train, à travers des dispositifs, tout ça. Et euh, on l'inverse le processus névrotique, c'est-à-dire au lieu de se rendre complice du déballage de la névrose qui dure, c'est en lui donnant petit à petit, à travers le dispositif, le processus thérapeutique, en essayant de lui donner un caractère passager, là où était revendiqué par la pathologie elle-même, je dis par rapport à la structure elle-même, ou la névrose, parce que bon, euh, essayer d'introduire quelque chose de l'ordre du passager, là où était revendiqué la durabilité du symptôme sous toutes ses formes. Enfin voilà. Je vous laisse là-dessus et je vais continuer à travailler ces questions parce que je vois qu'il y a des points qui sont clairs, mais euh, qu'il y a des points qui seraient peut-être encore, bien sûr, à travailler parce que bon, je vais m'en occuper. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir.